Bonsoir à tous, bienvenue à Demerode, une fois encore. Mathieu, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es enfin là, après un an. Merci beaucoup à Louis d'avoir repéré Mathieu. Il fallait quand même te le dire. Je vous présente Nathan aussi, parce que vous vous demandez pourquoi Mathieu est accompagné de quelqu'un. Pour ceux qui ne connaissent pas Nathan, c'est Nathan Sauret. Il est membre chez nous, mais il a plein de choses aussi à dévoiler. Beaucoup de choses en commun avec Mathieu, et donc on lui a demandé ce soir d'interviewer Mathieu. Donc c'est l'intervieweur qui se fait interviewer, on est vraiment ravis de ça. Et je ne vais pas vous faire leur CV, vous allez les découvrir pendant l'heure qui suit, et je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. Est-ce que j'ai encore oublié quelque chose ? Oui, à retenir quelque chose qu'ils ont en commun. Médias, entrepreneuriat, podcast forcément. Et what else ce soir. Donc, the floor is yours. Et puis, on verra bien. Il y a une séance de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions. Je compte sur vous. Merci. Effectivement, plein de choses en commun, sauf que je n'ai pas le numéro de Gad Elmaleh. Tu viens de me révéler que tu étais en train de parler avec lui, là, donc c'est quand même pas mal, ça. Ça me fait bizarre, hein, je dois avouer. Ouais, c'est ça. Tu peux nous faire écouter... À chaque fois que j'ai un message... Oui, il n'y a rien d'indiscret, je sais pas si ça se fait, hein, quand même, mais à chaque fois, je me dis, putain, j'ai un message de Gad Elmaleh. Ouais, c'est vrai. Il me dit... Ouais, Matt. Non, moi, ce genre d'événement, j'y vais de temps en temps. Après, je suis pas un dingue. Je l'invitais à PSG. Je vais demain, mais à Monaco. Tu sais, voilà, il me dit, tu sais, j'habite ouais. à Paris. Donc là, je suis à Paris. Non, moi, j'habite pas à Paris, moi. Coupe peut-être avant que ça devienne trop confidentiel. Voilà. Mais donc enchanté en tout cas, Mathieu, on a eu l'occasion de pas mal discuter et c'est trop marrant parce que rien qu'aujourd'hui, j'ai croisé 3-4 personnes et la manière dont les gens parlent de toi, t'es une vraie star, quoi. Et moi je me disais, tu vois, podcast, quelque chose de plutôt confidentiel, les gens ne font qu'entendre ta voix. Et en fait, les gens ils te croisaient ici en bas, j'étais vraiment étonné. Tu le sais ça ou pas ou... En vrai, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire que je me balade dans la rue, 90% des gens ne me connaissent pas. Ce qui est bizarre, c'est que pour les gens qui me connaissent, ils me connaissent vraiment, même s'ils m'ont jamais vu en vrai. Enfin, donc, beaucoup de gens me disent, j'ai l'impression de te connaître. Ouais. Je leur dis, bah non, tu me connais, en fait. Mais ce n'est pas réciproque. Ouais. Alors, juste, en Belgique, on dit pas 90, on dit 90. Ça, c'est important. Je vais essayer. Si tu redis des chiffres après, voilà. Alors, on dit 80 ou on dit... 80. Okay. 80. 70, 80, non. Oui, bah ouais. Logique. On va beaucoup, forcément, ce soir parler de podcast, puisque c'est un peu la raison de cette conférence, avec notamment Génération Do It Yourself, qui est le plus gros podcast que tu animes, presque 1 million d'auditeurs mensuels. C'est des chiffres qui donnent vraiment le tournis. D'écoute, même si je pourrais te laisser... D'écoute, ça reste tout aussi bien. Ça reste tout aussi bien. Mais ça ne s'est pas construit évidemment comme ça en un claquement de doigts. Il y a plus de 350 intervenants sur ce podcast. Est-ce que tu peux nous donner déjà un petit aperçu ? Et c'est vrai que l'exercice est bizarre pour toi parce que tu reçois la question cette fois-ci, tu ne la donnes pas, mais un aperçu rapide de ton parcours qui a démarré déjà, si je ne me trompe pas, au début des années 2000, dans le milieu des médias, effectivement. En effet, j'ai été recruté à la sortie d'école par un média qui s'appelle Métro. Je ne sais pas s'il existe encore en Belgique. Ouais. Alors, il se trouve qu'en Belgique, c'était un copycat de la version suédoise, parce que Métro International est une boîte suédoise. Et c'était assez intéressant parce que moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur et ces Suédois m'ont recruté en France. J'étais le premier Français pour lancer un quotidien. J'ai été recruté en janvier 2002. Et on a lancé le 18 février 2002. Donc, en 6 semaines, on a recruté une équipe, trouvé des imprimeurs, enfin, tout fait. Donc, c'était vraiment un lancement, une start-up, quoi, totalement à l'arrache. Et moi, je savais rien faire. Et du coup, ils me faisaient tout faire. Et c'était assez génial. C'était très amateur, hein, dans l'idée. Mais voilà, donc première expérience très cool. Exactement. Premier gros pas dans le milieu des médias. Puis ensuite, l'entrepreneuriat avec, notamment, on va pas faire tout le CV, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de boîtes. Cosa Vostra. En quelques mots, qu'est-ce que tu fais chez Cosa Vostra ? Alors, Cosa Vostra, c'est une agence digitale qui est entre Paris, Londres, Bordeaux et Tunis. Après, on a des équipes à Marseille, parce que tout le monde va à Marseille en ce moment en France. C'est la ville cool. Et à Monaco, visiblement. À Monaco, à Strasbourg. Et c'est une agence digitale qui a 3 grands métiers, du conseil, de la création de sites, d'applis, du design, vraiment. Et puis de la création de contenu pour beaucoup de grandes marques.
On parlait tout à l'heure de Tagueur, de Krug, de marques de montres. On est pas mal dans le luxe, dans le e-commerce. Dans les médias, on a refait des sites pour TF1 en France, pour un journal très à gauche qui s'appelle l'Humanité. On est sur un spectre média très large, tu vois, du très grand public plutôt. Voilà. Avec une sacrée équipe, si je ne me trompe pas, plus de 100 personnes. De personnes, ouais. Donc c'est quand même pas mal. Et puis 2017, ce qui nous intéresse, la création du podcast, le premier en tout cas, Génération Do It Yourself. C'était assez rare d'ailleurs à cette époque de faire du podcast. C'est devenu, on va dire, vraiment tendance, ça a vraiment popé il y a 2 grosses années, 2-3 ans aux alentours du Covid. Pourquoi l'avoir lancé en fait à ce moment-là, un peu avoir été un des précurseurs, si je puis dire? Alors tous les crédits vont plutôt aux Américains qui ont commencé quand même un peu avant. Moi, je suis tombé dans la marmite du podcast en 2000, référence à une BD française, tombé dans la marmite, oui, vous l'avez. C'est fait par un Français d'ailleurs ou pas? Parce que la plupart des BD françaises sont faites par des Belges d'ailleurs. Ouais, mais, non, est-ce qu'il n'y a pas un peu de Belge dedans? Je sais pas, probablement. Hein. Et donc, je suis tombé dans la marmite dès 2013-2014. À écouter des trucs et à être complètement hooké, quoi. C'est pas une obsession, mais dès que j'avais 2 minutes, course à pied, vélo, trajet en voiture, que sais-je, cuisine, j'écoutais, j'avais vraiment l'impression d'avoir de la chance de pouvoir passer des moments avec des présidents, des entrepreneurs, des gens extraordinaires. Et puis j'attendais un peu que les gens se lancent, quoi. Et puis un jour, je me suis dit, petit syndrome de l'imposteur, je me suis dit, je dois pouvoir finalement, pourquoi pas le faire moi-même. Et puis j'ai fait 1 épisode, 2 épisodes. Je me suis juré à moi-même parce que j'étais un peu le spécialiste pour me lancer en 2007 sur Twitter, en 2011 sur Instagram, très tôt surtout, tout le temps. Et puis au bout de 6 mois, je me dis, c'est bon, j'ai compris comment ça marche, allez, je passe à autre chose. Et là, je me suis dit, je vais juste essayer de forcer un peu le truc et de le faire un peu plus longtemps. Donc, je suis déjà à 350 épisodes, c'est pas mal. Plus la martingale, j'ai passé les 500, donc j'ai bien persévéré sur celui-là. Mais j'allais dire justement, je crois qu'un des plus gros problèmes dans le milieu des podcasts, c'est la persévérance, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et tu disais toi-même, plus de 350 invités dans Génération Do It Yourself. C'est quoi alors le secret pour tenir sur la longueur? Qu'est-ce qui fait que Twitter, Instagram, t'as un peu laissé tomber? Par contre, le podcast, c'était ton truc. Je crois vraiment que c'est une sorte de vocation, quoi. J'ai trouvé ma voie dans toutes les voies du terme. Tu vois, j'ai été booké. Je crois qu'il y a un truc qu'on n'a peut-être pas beaucoup conceptualisé, ou que j'avais pas conceptualisé moi à l'époque, qui était que les réseaux sociaux, Twitter en particulier, mais Instagram énormément, c'est quand même une forme de bouillie intellectuelle, de trucs vraiment super. Bam, je balance un truc de 2 secondes, je fais une photo super filtrée, il n'y a plus rien d'authentique. Et en fait, on va essayer de condenser. Quand je dis bouillie, c'est vraiment ça, hein, c'est du milkshake, de la purée, un truc où on va condenser un truc, mettre toute la saveur dans 2 phrases, et puis voilà. Et moi, j'ai fait une vraie overdose là-dessus. Je crois qu'à un moment, j'ai eu une agence digitale, une agence de presse dans les années... Ma première boîte en 2005 que j'ai créée, je recevais 2 à 3 000 shootings photos du monde entier par jour. Donc, tu vois, on était beaucoup, hein, mais on voyait défiler des tas d'événements, des tas de choses. Puis on était à fond sur Twitter. J'ai fait 5-10 ans comme ça, à être connecté jour, nuit sur mes mails, Twitter, tout, regarder tout le temps, etc. Et je crois qu'il y a un moment, j'ai fait vraiment une sorte d'aversion totale, ce qui fait qu'aujourd'hui, même mes mails, je peux être assez distant avec tout ça. Je suis assez OK, très content d'être souvent hors ligne et de passer un temps long. J'ai eu vraiment l'impression que c'était le truc. Tu vois, on a croisé un journaliste tout à l'heure là-haut qui m'a dit qu'il écoutait. Il me dit que quand je t'ai vu sortir ce machin-là, des trucs de 3 heures sans format, ça donne pas envie au début. Ça donne pas envie, et puis il a accroché. En fait, je crois que c'est juste être à contre-courant, en fait, quoi. Et moi, j'ai voulu être à contre-courant en me disant, en fait, on s'en fout, il n'y a pas de format. Ce qui compte, c'est que c'est la personne, souvent intéressant. S'il y a 20 minutes de pas intéressantes dans ce podcast, c'est pas grave. C'est quoi, on passera outre, puis il y a des gens qui arrêteront, et c'est OK, c'est pas grave non plus. Et souvent, j'ai pas mal d'épisodes, j'en ai eu quelques-uns pendant le Covid, la dernière demi-heure, après peut-être 1 heure qui était un peu... pas molle, mais pas folle, sur lequel tu as un moment d'émotion où les gens se livrent, des gens, des milliardaires, des gens qui sont jamais livrés comme ça, qui sont tous dans le contrôle, et puis tout d'un coup, bam, qui lâchent le truc. C'est super beau. Alors je pourrais, oui, en effet, décider de couper et de me dire, bon, tiens, on va mettre ça.
Mais moi, je trouve que le deal entre mes auditeurs et mon invité, de dire, tout est là, à la limite, je trouve que c'est plutôt assez cool. Ouais, c'est vrai qu'on en parlait juste avant, à part peut-être l'une ou l'autre rare exception, il n'y a jamais eu de cut en fait sur ce podcast. C'est ça qui est assez dingue, c'est brut. Parfois tu te lèves, tu vas prendre un café dedans, et tu laisses l'invité parler tout seul. Donc, c'est assez dingue, quoi. Même quand j'ai des épisodes où il y en a qui, eux, se lèvent pour aller aux toilettes, voilà, je ne coupe pas, quoi, je meuble. Donc ça donne des trucs un peu lunaires. C'est un style. Mais l'idée, c'est aussi de montrer jusqu'au bout que on coupe pas. Donc, je pense que pour ça, il y a un métier, ça s'appelle des journalistes. Eux, ils sont là pour faire un contenu qui est vérifié, qui est totalement autre chose, qui est animé, sur lequel ils vont aller chercher potentiellement de la vérité, différentes peut-être formes de vérité, mais c'est un métier. Moi, le mien, c'est pas d'être journaliste, c'est des discussions, des témoignages, des échanges, et j'ai pu souffrir par moments sur des émissions de télé qu'on avait fait sur des sociétés chez nous, des choses comme ça, où il y avait eu 20 heures de ref, de films. Il sortait 5 minutes d'interview et on te faisait dire tout ce qu'on voulait, quoi, tu vois, donc, en l'occurrence, là, je me dis au moins, dans le contrat que j'ai entre l'auditeur et l'invité, il y a quelque chose qui est clair, c'est que chacun interprète comme il veut. Ouais. C'est pas moi qui fais le cut, personne n'en fait, c'est comme ça. Ouais. Moi, je pense que c'est ton souhait aussi hyper concret ce soir et pouvoir parler, voilà, de foncièrement ce que ça rapporte un podcast, comment tu le fais, comment tu le construis. Et je pense que tu as plein de tips à partager par rapport à ça. Et donc, vraiment, de but en blanc, créer du contenu, c'est bien, mais comment est-ce qu'on en vit ? Et surtout, est-ce qu'on en vit, en fait ? Alors, je crois que ça doit pas être la motivation première. C'est-à-dire que alors, il y a des gens qui ont probablement eu ça comme motivation première, mais il y a quand même une question de passion, parce que, en fait, si c'est pas quelque chose que tu as envie de faire, c'est douloureux, en fait. C'est-à-dire que si tu te forces à... tu vois, moi, faire des selfies sur Instagram, c'est pas trop mon trip. Je le fais de temps en temps, ça me fait marrer, on déconne avec Clémence, ma productrice qui est là, on se marre, etc. Mais je suis pas trop dans ce délire. Alors, je m'y mets un peu pour marrer, mais tu vois, c'est vraiment pas mon... Et je pense que si tu le fais en te forçant et en te disant bon, je veux le faire pour gagner de l'argent, c'est douloureux. Si tu le fais avec une envie réelle, alors faut de temps en temps un peu se forcer, parce qu'il faut sortir de sa zone de confort, faire des choses. Mais voilà, donc je crois vraiment que la première chose, c'est de se dire aussi qu'est-ce que ça va m'apporter. Moi, ce qui était cool dans ce podcast, c'est que dès les premiers épisodes, en fait, j'aurais pu avoir 0 auditeur, mais même aujourd'hui, enfin. Je vais passer 3 heures avec Alain Ducasse. Enfin, tu vois, à la limite, c'est un kiff perso, en fait, ouais, c'est ça. C'est pas grave. C'est un kiff perso. Tu vois, donc déjà, ça t'enrichit énormément. Et c'est peut-être pas le sujet de ta question, mais je crois que c'est vraiment assez important, parce que si ça t'enrichit toi, ça va enrichir d'autres personnes. Donc il y a un côté très authentique là-dedans. Mais créer un podcast, ça coûte quand même de l'argent. Il faut louer un studio. À l'origine, ça me coûtait rien. C'est-à-dire que tu achètes je sais pas si tu as ça au fond, un Zoom H6, tu l'as peut-être pas là, mais c'est un petit boîtier. Ça coûte. Allez, le H4, il coûte 200 €. Ouais. Les brimes micro Shure SM85, qui est la référence de base, ça coûte 80 €. Tu en achètes 2, 3 câbles. C'est 300 € de matos, donc c'est rien. Mais c'est bien de démystifier déjà ça, parce que je pense que beaucoup de gens peuvent se dire il faut louer un studio, il faut obligatoirement le filmer aussi au début, etc. Non, mais là, tu vois, le sujet, par exemple, même avec Gad Elmaleh, j'allais dire Gad, parce que c'est mon pote, c'est que lui, il me dit comment je dois faire, etc. Et moi, je lui dis, mais ne filme pas. Tu vas t'emmerder, en fait. Tu es trop habitué à tout ça. Ça, c'est ton univers habituel. En fait, prends dans ton sac à dos un petit Shure, tu l'as toujours, tu vois tellement de gens intéressants, tellement de gens connus, etc. Enregistre avec eux, donne-nous les fichiers, on va les sortir pour toi, on va se démerder, mais fais un truc qui est un vrai podcast, en fait. Après, plus tard, on verra. Mais au début, il ne faut pas se dire... alors, tu peux, hein, mais tout de suite, la vidéo, ça coûte très cher. Le montage, ça coûte très cher. Si tu montes... c'est très simple, hein. Le montage, moi je fais des épisodes qui durent 3 heures. Si je voulais le réduire en 1 heure, t'as au moins 3 heures de boulot. Parce que quand je dis au moins 3 heures, t'as au moins la réécoute totale de l'épisode plus les cuts, donc c'est au moins 3 heures. C'est pour ça que tu cuttes pas, en fait, c'est juste pour éviter du travail. À l'origine, c'était ça, c'est que je devais rationaliser de toute façon le truc. Et donc, tu as au moins 3 heures de boulot. En vérité, c'est plutôt une demi-journée à une journée de boulot. Donc, tu vas te dire, je vais enlever les trucs. Tu vas être obsédé par une sorte de refiltre, reperfection, Instagram, tout ce que tu veux. C'est pas du tout le trip dans lequel je voulais aller. Donc, accepter aussi tout ça.
Et se dire, en fait, sachant que quand vous regardez sur les mesures d'audience, les plus grosses audiences en télé, en podcast, sont des directs. Donc, en France, c'est des after-foot, les grosses têtes, les grandes gueules. Tu regardes, toutes les plus grosses audiences sont des directs. Donc, pourquoi monter absolument ça? Donc, tu lances ça, il faut le faire avec passion, de manière assez simple. Et la monétisation, moi, j'ai vécu 2 grandes options sur mes 2 podcasts. J'ai eu Génération Do It Yourself, que j'ai commencé à monétiser quand j'avais pas encore d'équipe, après 18 mois. Donc, au bout de 18 mois de boulot, j'ai eu un chèque de 1500 ou 1800 euros avec la taxe, ça doit être ça. Donc 1500 hors taxe, de Petit Bambou, qui est une appli de méditation, parce que le fondateur de Petit Bambou écoutait mon podcast, un jour m'a écrit, m'a dit j'aimerais te soutenir. Enfin, ça s'est fait naturellement. Et moi, alors, avant qu'il m'écrive, j'utilisais Headspace. Je me suis dit, bon, bah, attends, je vais passer sur Petit Bambou, je vais essayer, je veux voir. En fait, je trouvais ça très cool aussi. Et donc, du coup, j'ai fait la promo de Petit Bambou. Et puis maintenant, j'utilise Petit Bambou depuis le début. Il m'a soutenu 2-3 fois. Mais c'était vraiment, de sa part, un truc pour dire, j'adore tes contenus, je veux te soutenir. Est-ce que tu médites? Oui, go. Tu vois. Et à quel moment est-ce que ça devient vraiment une économie à part entière, alors? À partir du moment où, en fait, tu as une grosse audience et où moi, j'ai compris un peu le principe de la recommandation à grande échelle. Alors, je vais juste revenir avant de répondre à cette question, sur La Martingale, c'est différent. On a lancé un podcast plus comme un projet média. Donc, La Martingale, c'est un podcast sur les finances perso. L'idée, c'est de se dire, moi, j'y connaissais rien à la gestion de mon argent. Je commençais à l'aube de mes 40 ans à avoir un peu d'argent et je me suis dit, tiens, je voudrais apprendre à le gérer solo, comprendre les intermédiaires, les commissions, les performances, etc. etc. Et là-dessus, on l'a vendu directement. Alors, déjà parce que j'avais un premier podcast qui me permettait de montrer que j'allais générer de l'audience assez rapidement. Et donc, on a vendu une saison, 12 épisodes, 25 000 euros, plus 10 000 euros pour en faire la promotion sur d'autres épisodes. Tu me parlais de Greg Pouy et Chloé tout à l'heure, ou des choses comme ça. En fait, eux ont fait la promo. Donc, ça a porté tout de suite le podcast, qui a tout de suite fait 30 000, 40 000 écoutes mensuelles. Ouais. Et voilà. Mais tu es sur une thématique qui est définie aussi, ce qui aide, j'imagine, pour les annonceurs. Surtout que c'est une thématique où il y a plus d'argent, quoi. Donc, ça aide un peu. Ta question était sur le moment où tu décides de passer à plus grande échelle. En fait, tu te rends compte que déjà les invités, alors je n'ai jamais fait payer un invité. Ça, pour moi, c'est la ligne rouge qu'il faut pas franchir. Et à l'inverse, ils ne t'ont pas demandé non plus de les payer pour venir. Non. Il y a une personne qui me l'a demandé, un ancien président français. J'ai refusé. Et voilà, il va avoir un bracelet électronique bientôt. Donc et en fait, j'aimerais quand même le faire. Non, en l'occurrence, je pense qu'il ne me l'a pas demandé. Je crois que c'est aussi des habitudes. Ce sont des habitudes. Pour les et à la fin, conférences, ils m'ont etc. dit, et c'était plus sain aussi, ils m'ont dit, c'est pas forcément pour moi. Éventuellement, ce serait pour une fondation ou une asso. Ce qui pourrait sembler OK, mais je ne voulais pas rentrer dans cette démarche. Bien sûr. Parce qu'ils ne viennent pas pour la bonne raison après. Mais il y a des créateurs de contenu qui se font payer. Moi, il y a des marques qui me proposent est-ce que tu pourrais faire venir le CEO? On paye, je crois que le plus cher, c'est 20 000 euros. C'est dur à refuser, 20 000 euros pour 3 heures de boulot. Tu te dis, why not, tu vois. Mais en l'occurrence, ça fait un truc où les équipes vont te dire là, faut coup de paix, tu peux pas poser telle question, tu dois faire comme ça. Et en fait, tu tues ton contenu. Alors, tu pourrais le faire en disant que tu l'as fait, mais c'est pareil, j'ai pas très envie de faire ça. En revanche, moi, mon modèle, c'est vraiment la reco à grande échelle. Donc, l'idée, c'est que je vais recommander, tu vois, on parlait avec Conto, qui est un de mes gros sponsors, qui est une banque en ligne en France. Je crois pas qu'ils existent en Belgique. Il doit y avoir, c'est un équivalent de Revolut pour les pros. Moi, j'ai utilisé Conto, j'adorais Conto, et puis c'était la même chose pour eToro, qui est une plateforme de trading. On les contacte, on leur dit, moi, je suis gros utilisateur de vos trucs, ils peuvent le vérifier d'ailleurs, et j'ai une grosse audience qui est très affinitaire. Comment est-ce qu'on peut le faire? Ça marche pas à tous les coups, tu vois. J'essaye d'avoir une marque de vélo belge qui s'appelle Cowboy. Je suis très fan, j'en parle souvent. Jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à faire un deal pour qu'ils me sponsorisent. Pourtant, j'en parle comme ça, et ça, c'est gratuit. Pour en parler à 1 million de personnes, c'est payant. C'est un peu ça, le deal. Je leur donne mon amour en général au quotidien, comme ça, mais si voilà. Et après, je vais avoir des expériences plus cool. Vous voyez, ça, c'est un de mes gros sponsors du moment. Superbe téléphone que je vous recommande, qui s'ouvre en deux, qui se branche, qui se transforme en ordinateur. Et Samsung, en fait, typiquement, tout à l'heure, tu m'as posé la question, tu m'as dit non, mais sérieux, tu le kiffes ce téléphone, t'étais vraiment. Je suis désolé, je te balance. Et en fait, ça a été un peu le deal. C'est-à-dire qu'au début, moi, j'étais sur Apple depuis longtemps, je leur ai dit.
votre écran, de double écran et tout, je sais pas trop. Et on a fait une sorte de deal, c'est qu'ils m'ont dit, tu le prends pendant un mois, on te paye pour raconter l'expérience. Tu bitches pas trop sur notre téléphone, s'il te plaît. Mais au bout d'un mois, si t'es pas convaincu, tu nous le rends, on se parle plus et c'est bien. Et en fait, ça fait 1 an et ils font évoluer leur téléphone et je me régale et c'est simple de passer d'Apple à iOS et puis plein de gens autour de moi le font et me remercient. Enfin, tu vois, je suis vraiment dans une démarche toujours très authentique. Et ça, pour moi, c'est en fait un truc que je déroule au fur et à mesure de mes contenus, c'est d'essayer dans toutes les sociétés que je crée, j'ai créé des sociétés avec des auditeurs, je fais investir des auditeurs ou j'investis dans leur boîte de temps en temps ou d'autres investissent avec moi dans la boîte d'autres auditeurs. Ouais, c'est vertueux, quoi, en fait, c'est très, finalement. voilà. Ouais. Mais ça pourrait très vite être vicieux. Ouais. Si au milieu, tu as une démarche qui n'est pas alignée, en fait, tu vas faire investir des gens dans une autre boîte, mais comme tu prends 5%, tu t'en fous, parce que voilà. Ouais. Et puis à la fin, ça, c'est des choses qui se passent en ce moment dans les milieux de l'influence, des gens qui... autour des cryptos, ça a été carrément n'importe quoi. Et donc, en fait, je pense que le plus important, c'est de sacraliser la confiance. Quoi. Bon, on va le dire, on l'a compris. Il y a une économie, en tout cas, autour du milieu des podcasts. Je pense que ce qui est indéniable aussi, c'est qu'il y a de la valeur que ça apporte. Et tu le disais, il y a notamment la boîte dans laquelle tu vas investir avec un auditeur, le gars qui va te contacter, te proposer une opportunité. Est-ce que tu as des exemples, justement, de ce que ça a pu t'apporter à moyen et long terme? Tu vois, pas au moment où le podcast est diffusé, mais vraiment à moyen et long terme, un truc un peu fou qui t'est arrivé grâce à ça, comme retombée. Alors, déjà à moyen long terme, alors j'ai peut-être pas répondu d'ailleurs, moi je suis assez transparent là-dessus. Les coûts pour 1000 écoutes, nous on vend en coûts pour 1000, c'est 90 €, si vous voulez des choses très concrètes. Donc on vend 90 € les 1000 écoutes de Génération Do It Yourself. Et donc les insertions que vous entendez si vous écoutez un peu au début de l'épisode sont des insertions dynamiques. Donc quand on a vendu 100 000 écoutes, par exemple, eh bien, le sponsor disparaît sur tous les anciens épisodes. Donc, si vous écoutez un épisode aujourd'hui et que vous le réécoutez dans une semaine, vous n'aurez pas le même sponsor sur le même épisode. Voilà, pour des choses techniques. Sur la martingale, c'est encore plus cher parce que tu es sur voilà, mais c'est la force de la reco. Si tu fais de la publicité dynamique, comment on appelle ça, des trucs, des pubs intermarchés et tout ça, là tu vas être sur, qui sont pas de ta voix, tu vas être sur des prix qui sont aux alentours de 8, 9, 10 €, ouais, 10 fois moins cher. Voilà, pour répondre à ta question, les choses que ça apporte, c'est beaucoup de trust en fait. Les gens, au bout d'un moment, tu vois, ce qui est fou sur Cosa Vostra par exemple, c'est qu'on a des clients, des prospects qui arrivent, en fait, ils sont en confiance. La difficulté, moi, dans mon job, alors je suis président de Cosa Vostra, maintenant j'ai une autre boîte qui s'appelle Alvo, qu'on a créée avec d'autres associés et des auditeurs d'ailleurs, qui est sur la fusion-acquisition sur des small caps, donc c'est une plateforme sur laquelle tu peux acheter et vendre des entreprises. Okay. Et Cosa Vostra, en fait, en l'occurrence, on a eu des grands comptes, on en parlait tout à l'heure, des belles marques, des tags, des Krug, des Google, des Microsoft. Donc c'est ton meilleur canal d'acquisition, quoi, en fait, finalement. Ils nous disent, mais en fait, ils nous connaissent et en fait, ils voient. Moi, je suis quand même actionnaire majoritaire de tout ça. Ouais. Je reste quand même président et impliqué. Et ils sont en confiance. Ils savent qu'en fait, tu arrives dans une maison où en fait, j'ai pas trop d'intérêt à faire n'importe quoi. En plus, les collaborateurs viennent aussi par ce biais-là. Donc, tu crées une bulle de confiance. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce que normalement, c'est plutôt l'inverse. Dans ces métiers-là, tu vas être toi en train de chercher des nouveaux clients, en train de les contacter, tu as un peu l'impression de quémander par moment, même si tu te fais de réputation au fur et à mesure, c'est plus long, et puis tu vas les tirer, ils vont venir en rendez-vous, ils vont signer, et là, ils vont te tester. Et là, tu vas rentrer dans un moment où tout le monde se regarde un peu en chien de faïence et te dire, est-ce que tu es bon, est-ce que tu n'es pas bon. Nous, on arrive, on a une confiance a priori. Après, faut l'honorer, il faut la respecter, il faut la chérir. Et ça, c'est le job de toutes les équipes et c'est tout ce sur quoi on travaille. Mais donc, ça facilite l'inbound. Donc, tu vois, je ne sais pas si tu as ces notions, inbound, outbound. Donc, nous, on a eu un problème à un moment, c'est qu'on avait trop d'inbound. Donc, on n'arrivait pas à répondre aux gens qui nous sollicitaient parce qu'on a grossi trop vite. Et ce qui peut paraître un problème de riche, mais qui est un vrai problème parce que tu perds du coup des crédits, tu perds en réputation. Il y a des gens qui disent mais ils me répondent même pas, c'est des buses. Et en plus, à un moment, tu réponds mal et surtout, tu ne diriges plus ton bateau. Ton bateau est dirigé par un vent qui est comme ça. Et puis, si c'est une belle marque qui tombe, c'est bien. Si c'est
un petit truc qui n'est pas du tout ce que tu as envie de faire, bah, il faut quand même lui répondre, mais est-ce que je fais quand même un rendez-vous, etc. Donc voilà, ça a fait pas mal de choses. Et après, dans les autres trucs très long terme, c'est ce réseau, quoi. C'est que là, on se marre avec Gad Elmaleh, mais c'est je sais pas moi, Bruno Bonnel, un ministre en France qui a 30 milliards pour son plan France 2030 à distribuer. Nous, on lui présente plein de gens qui ont des projets super innovants sur l'IA, sur l'informatique quantique, sur plein de choses. Lui, il écoute mes trucs. Enfin, tu vois, je me suis fait un réseau. On en parlait aujourd'hui, on sait même pas quoi en faire, tellement c'est n'importe quoi. Tu vois, ce sont des gens avec qui, en plus, tu passes 3 heures les yeux dans les yeux. Avec qui tu passes 3 heures les yeux dans les yeux à parler comme ça. Donc ça devient ton pote, quoi, en fait, à la fin. Ouais, un peu. Tu crées un truc qui est unique. Quand, tu vois, si je vous pose la question, avec qui vous avez passé 3 heures les yeux dans les yeux à parler, peut-être votre conjoint, encore, ça fait longtemps que vous êtes avec lui, ça fait longtemps que ça vous est pas arrivé, mais c'est un autre sujet. Mais c'est vrai, c'est quand même un truc. Cette semaine, j'ai eu Bertrand Piccard, vous voyez, le Suisse qui fait le tour de la Terre sur son avion Solar Impulse. Et à la fin, il me dit, mais... Waouh, alors déjà, en plus, il est psychiatre, hypnothérapeute. Il me dit, mais ton truc, c'est une psychanalyse. En fait, lui-même, il m'a un peu fait réaliser ça cette semaine. Il m'a dit, mais je ne vois pas la dernière fois que j'ai passé les yeux dans les yeux avec quelqu'un, alors en plus que je ne connaissais pas autant de temps, quoi. Mais ouais, donc tu dis ça amène un vrai boost de crédibilité qui est hyper utile pour la suite. Est-ce que tu recommanderais alors à un entrepreneur, une entrepreneuse qui veut être, tu vois, un peu leader dans son secteur, sur son marché, de lancer un podcast? Ah non, mais c'est sûr. Enfin, je veux dire, après, il faut avoir l'envie. Il ne faut pas trop se forcer. Quand je dis c'est sûr, c'est que je vais prendre un autre exemple. Donc Laurent Kretz, mon associé, qui a un podcast qui s'appelle Le Panier, qui est quand même niche, parce que sur le e-commerce, il doit être 3-4 fois moins gros que la martingale, mais il est hyper référent sur le e-commerce francophone. Comment il s'appelle celui pour qui tu as failli bosser, finalement, t'es pas allé, Clémence. Hugo Brenstein. Merci, pardon pour le chelouitude de la question. Hugo, je l'ai croisé hier, et il passe sur Le Panier, et il me dit, dans une soirée de Michael Benabou, que j'ai invité, qui est devenu un de mes super potes, qui a investi dans ma boîte, qui a fait investir plein de monde, qui m'aide à trouver des clients, enfin, tu vois, c'est le truc. Et Hugo, il me dit, je suis passé sur Le Panier, c'est sûr que l'épisode est super bien. Mais il me dit, j'ai eu 70 leads, tu vois. Lui a eu 70 personnes qui l'ont contacté. Donc tu vois la relation qu'il crée avec Laurent, mon associé, qui est désormais le CEO de Cosa Vostra, voilà. Et donc, encore une fois, dans le pire des cas, vous allez arriver avec un micro chez quelqu'un qui peut être votre client, qui peut être juste une personne que vous avez envie de rencontrer. Vous avez une excuse qui est ça, qui est de dire, je voudrais enregistrer avec toi. Dans le pire des cas, il y aura peut-être 50, 100, 200 personnes. Il faut juste vous dire que moi, au début, je visualisais exactement ça, quoi. Je me disais, je me suis jamais dit, oh, j'ai que 100 personnes, c'est nul. J'ai plein de gens qui viennent et me disent, moi, c'est nul, ils sont hyper frustrés. Je leur dis, mais visualise la pièce que tu as, en fait. 100 personnes, t'es patron de ta petite boîte, de ton entreprise, de machin, une petite, grosse, moyenne. T'as 100 personnes qui te donnent une attention de 15, 20, 30 minutes, une demi-heure, une heure. C'est extra. Donc après, tu peux le faire sur une newsletter, tu peux le faire sur YouTube, tu peux le faire sur... Peu importe le média, c'est pas très grave. Mais moi, j'ai commencé dans les médias pour lancer un journal, pour lancer un média. En 2002, fallait... Même les blogs, ça n'existait pas. Il fallait avoir des imprimantes, sortir 15 millions d'euros et lancer un média qui était soit une radio, soit une télé, soit un journal. Tu vois, on a cette chance, ça reste encore très frais. Mais voilà, dans le pire des cas, vous allez rencontrer des gens bien, vous allez apprendre, vous allez vous créer du réseau, vous allez avoir des gens qui vont venir vers vous. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à perdre si vous avez envie de le faire. Donc ça, moi, j'ai pas de sujet là-dessus. Alors tu lances ton podcast, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, tu as envie d'en faire la promotion. Comment est-ce qu'on fait? Toi, tu utilises beaucoup de réseaux sociaux différents. Tu as une newsletter également, je pense, qui probablement ramène beaucoup de gens dessus. Tu conseillerais quoi? Mais tu vois, la newsletter, typiquement, pour moi, c'était pas si simple. Alors, je suis un peu en retard en ce moment, je la fais plus trop le dimanche matin. Ça peut déraper sur le lundi, etc. Mais c'était un truc que j'ai voulu faire parce que j'avais pas de prise directe avec mes auditeurs. Et donc, je me suis dit, je vais essayer d'envoyer un truc au moment où je sors les épisodes, généralement le dimanche matin. Et donc, je l'ai lancé. Mais tu vois, pour répondre exactement à ta question, pendant 2 ou 3 ans, j'avais pas de site internet. C'est quand même un de nos métiers de faire des sites internet. Je n'avais pas pris la peine de faire un site internet. J'avais une page sur Medium. J'avais pas de newsletter, pas de réseaux sociaux dédiés à Génération du Yourself. Je poussais sur LinkedIn un peu.
Et c'est tout, en fait. Mais ce que je demandais, et ce que je demande toujours, c'est à mes auditeurs de partager les épisodes. Et généralement, je le demande à la fin. Donc, quand tu arrives au bout de 2-3 heures, tu vois, si vraiment t'as pas aimé l'épisode, faut vraiment, il faut être un peu vénère, hein, pas avoir un problème dans sa tête. Et donc, du coup, à ce moment-là, je me dis, c'est légitime de dire à la personne, t'es arrivé jusqu'au bout, partage-le à 2 personnes. Il y a bien 2 personnes, si t'aimes ce qu'on a dit là, il y a bien 2 personnes ou 3 dans ton entourage qui vont l'aimer. Donc c'est là où c'est une croissance super lente. Il faut être hyper OK avec ça. Faut être Le bouche à oreille, quoi, en fait, est très Ouais. important finalement. Tu le disais, sur WhatsApp, vous constatez qu'il y a énormément de partage Ouais. des podcasts. En fait, sur Spotify, ma plus grosse plateforme d'écoute, c'est Apple. Ça doit être 60% des audiences. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de podcasts. Mais c'est aussi parce qu'on a commencé tôt et parce qu'on a une audience très premium. Et donc, 60% c'est Apple. Mais sur les 20-25% qui sont sur Spotify, on a des stats qui sont quand même du coup représentatives. Ça fait quand même peut-être 100 000 personnes, 150 je crois sur Spotify. Et ça te donne des stats et on voit que la première source d'acquisition sur Spotify, c'est WhatsApp. Donc les gens en fait se partagent les épisodes. Et après, il faut bien faire penser, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés. Donc il faut bien leur dire... abonnez-vous, ils écoutent un épisode et puis après tu les perds à jamais en fait. Ouais, donc ce call to action reste quand même essentiel. On a échangé il y a quelques jours et tu m'as dit une phrase qui m'a vraiment marqué et qui peut peut-être aussi rassurer ceux qui ont peur en fait de se lancer dans les podcasts. C'était au plus court est le contenu, au plus tu pourrais avoir de haters et inversement. Donc en fait ton contenu étant super long, les gens comme tu disais qui vont écouter jusqu'au bout, en général ils détestent pas. Enfin j'espère en tout cas. Mais ça c'est clair, c'est que de toute façon si tu te mets dans le Twittos game, tu vois, le X game. Ah non, ça marche pas. Dans le, je sais pas, enfin dans tu veux tweeter à mort. L'idée, c'est de balancer de la punchline. Si tu mets des trucs plats, des analyses plates, tu vas jamais émerger. Voilà, bon, ça peut marcher. Hein. Pour toi, tu peux être content, mais voilà. Et donc, l'idée des réseaux sociaux, c'est quand même d'émerger, enfin pour beaucoup, et d'envoyer des trucs super engagés, super. Ah, tiens, j'ai dit ça, j'ai vu ça, tu vois, je sais pas, moi, l'année dernière, j'ai vendu des places au Parc des Princes parce qu'on a un abonnement à un prix complètement débile. J'ai trouvé ça hallucinant. Je l'ai mis sur Twitter, j'ai mis le prix à 1 500 € la place pour un match PSG-Bayern. Je trouvais que c'était lunaire. Donc il y en avait 4. Je mets ça, je me suis fait insulter, mais des centaines d'insultes, quoi. J'ai reçu des messages, j'étais pas à la menace de mort encore, mais tu vois, des trucs où les gens disent, mais c'est à cause de gens comme toi que les places sont trop chères, etc. Moi, je leur dis, mais si les gens sont suffisamment cons pour payer mes places 1 500 €, je suis désolé, il y a une marketplace, elle est là pour ça, je les vends, quoi. Tu l'aurais dit dans le podcast, t'aurais pas posé de soucis Non, parce peut-être que au bout tu de... le dis, en fait, les gens, ils seraient là au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis bon, ils comprennent la démarche, tu expliques pourquoi, etc. Là, tu es sur un truc très court, donc facile, insulte facile, anonymat, voilà. Donc ça, c'est clair que je pense que c'est un endroit où il y a... j'ai des gens qui me disent, je suis pas d'accord avec toi sur cet épisode, j'ai des gens qui me disent... que je suis trop comme ci, trop comme ça, que je parle trop, ça c'est un des trucs. Mais bon, et après c'est pareil, ça fait partie du contenu. Moi, les podcasteurs que j'écoute, j'ai fait la paix avec moi-même sur ce sujet. Ils parlent beaucoup, ils mettent du skin in the game, ça fait partie. Moi, je suis le cobaye de mon podcast aussi là-dedans. Tu vois, hier, je rencontrais une boîte en France qui s'appelle Colony, qui fait des co-living. Ils sont venus chez moi il y a 3 ans. Je les avais jamais revus depuis. Et puis je les vois et je leur dis, j'ai ouvert des co-living. Et puis en fait, ça fait partie du contenu. C'est-à-dire, ils viennent, ils m'expliquent, j'achète un truc avec un pote, on ouvre un co-living, on en rachète un autre, on fait. Et puis en fait, je le raconte dans mes contenus. Tu vois, donc ça fait partie du trip, en fait, tu vois, dans le do it yourself. Ouais. Et c'est ce qui fait que les gens te suivent beaucoup et qu'il y a un peu, comme je disais tout au début, des fans, quoi, parce qu'en fait, ils suivent littéralement ta vie sur les 350 épisodes aussi. Au-delà de celle de tes invités, en fait, il y a la tienne aussi, parce que tu partages beaucoup de trucs perso dedans. Ouais, et après, c'est perso et pas si perso, c'est de l'expérientiel. Ouais. Tu vois, je partage pas de mes trucs très deep. Après, en l'occurrence, c'est plus de se dire, ok, moi, je milite pour une chose que je veux pas. Voilà. En fait, c'est pour moi et ceux qui sont ok avec ça. Hein. Les gens qui veulent vivre leur vie, c'est ok aussi pour moi. Mais que j'ai pas envie d'être spectateur de ma vie, tu vois. Et je pense que dans l'absolu, c'est assez dommage de l'être. Et donc, dans ce podcast, je vois que des gens qui ont refusé ça, en fait. Si tu veux, autant Gad Elmaleh que Alain Ducasse, que Mike Horn, que
ils sont des gens qui un jour se sont dit tiens, je ferais bien ça, ou j'ai vraiment envie de faire ça, et qui s'envoient pour le faire, tu vois. Et donc, je sais plus quelle était ta question, mais Écoute, dans tous les cas, moi je voulais te demander, tu parlais au début beaucoup de podcasts audio et pas filmés, et puis par la suite tu as commencé à le filmer. Je crois que c'est un peu aussi le contenu qui est en fait consommé aujourd'hui, il doit être quasi obligatoirement filmé et vidéo. Comment est-ce que tu vois alors, enfin déjà, est-ce que ça t'a apporté quelque chose de différent cette partie filmée, et comment est-ce que tu vois l'évolution, c'est quoi un peu l'étape suivante du podcast en 2024, puisque toi t'es vraiment dedans? il y a plusieurs écoles là-dessus, Ouais. tu vois, notamment chez les Américains. Un mec comme Tim Ferriss, que j'adore et qui a fait partie des premiers podcasts que j'ai écoutés, lui, il filme toujours pas et il cartonne. Et en face, tu as Joe Rogan, qui est plus décrié, qui fait des choses assez bien. Il filme tout de manière très simple. C'est un peu le choix qu'on a pris, nous, du très bon matos. En gros, le montage, c'est caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 2. On aurait pu faire encore plus simple et faire les deux l'une à côté de l'autre. Là, tu avais vraiment zéro montage. On a même un studio dans lequel on a automatisé le caméra 1, caméra 2, donc tu rationalises tout ça. Cependant, moi, je considérais que et je suis un peu surpris là-dessus, j'avais tort, mais qu'un contenu de 2h30, il avait aucune possibilité de vivre sur YouTube, tu vois. Et en fait, alors, les taux de complétion sont moins longs, hein, moins bons. Le taux de complétion, c'est le nombre de personnes qui arrivent au bout du podcast sur les audios. C'est un taux hallucinant, mais on est aux alentours de 70% en moyenne. Donc 70% vont au bout des 3 heures, ou 2h35, 2h30. Sur YouTube, on est plutôt à 30%, voilà, mais il y a quand même fréquemment des épisodes qui font 5, 10, 15, 20 000 écoutes avec un taux de complétion à 30%. C'est pas mal, tu vois. En revanche, la vidéo, nous, la manière dont on l'a pensé à l'origine, c'était plus pour faire des cuts, pour les mettre sur TikTok, C'est pour ça. les mettre sur Insta, en Reel, en Story, parce que en fait, mettre des audios uniquement sur des plateformes visuelles comme ça marche pas. Et ça fonctionne bien du coup? Oui, ça C'est fonctionne que bien. Après, en fait, l'objectif pour nous, c'est juste de promouvoir et de ramener des gens sur Ouais, c'est ça. sur l'audio. Et tendance 2024, 2025, comment est-ce que tu vois le podcast évoluer? On a des choses assez rigolotes qui arrivent, notamment autour de l'intelligence artificielle. On fait des tests qui sont très concluants. Je pourrais le montrer, on pourra le montrer avec Clémence, mais avec des vidéos. Les audios, c'est déjà fait depuis quelques mois, qui sont traduites En direct. Ouais. Alors même pas forcément en direct, mais Et dans la l'IP vidéo, aussi, tu as les ouais. lèvres qui bougent, tu as l'intonation du podcasteur et de son invité, tu as les lèvres, l'accent que tu choisis, tu veux un accent américain, français, machin, et potentiellement toutes les langues que tu veux. Donc ça donne quand même intellectuellement un truc où tu te dis, attends, mon podcast, tout d'un coup, il peut avoir un reach... Surtout qu'avec un nom comme Génération Do It Yourself, il fonctionne également en anglais, donc potentiellement, ouais, Ouais. tu t'ouvres à une... Il faudra que je mette le génération à la fin, Ouais. peut-être. Mais ouais, donc on a Tu restes des alerte en tout idées, cas sur ça, ouais, ouais. On regarde ça. On regarde aussi... c'est vraiment tout autour de l'IA. C'est l'extraction de l'audio pour le transformer en texte, pour être capable d'aller chercher sur tout le back catalogue des occurrences qui reviennent, des choses comme ça. Et après, nous, en fait, on travaille sur une approche, entre guillemets, d'influence et se dire comment... il y a un moment où il a fallu accepter que j'étais devenu influenceur, ce qui est bizarre parce que pour moi, c'est un peu des pimpins, tu vois. Je les regarde, tu vois, je vois les mecs de Dubaï, influenceurs. Ouais, ils sont voilà. pas qu'à Dubaï non J'ai plus. pas, il y en a j'ai d'autres, pas il y en a assez d'autres. d'abdominaux pour être influenceur. Et en l'occurrence, c'est une autre forme d'influence, j'espère, je crois, plus authentique et profonde. Mais donc, c'est de se dire comment on peut utiliser tout ça. Et tu vois, nous, là, on a une masterclass qui arrive, qu'on fait avec une école de commerce qui est des meilleures écoles en Europe, qui s'appelle l'EDEC, qui est à Lille. On fait une masterclass qui est en gros, on regarde ce que fait... Je peux balancer que tu es un grand fan de Léna ou pas? Ah ouais, de fou. De fou. Une situation. Ouais. On regarde ce que font les influenceurs dans le monde merveilleux de l'influence et on se dit, tiens, eux, ils font des collabs avec Adidas. Nous, avec qui on pourrait faire une collab? Et donc, on a cherché, on s'est fait bâcher par Adidas. Donc, du coup, on n'a pas contacté Adidas. On s'est dit, on travaille au milieu de l'influence, on travaille au milieu de l'intelligence, de l'inspiration. Et donc... Et Veja, alors, du coup, je vois que t'emportes. Veja, ouais, c'est mes grands potes, Veja. Et donc, on s'est dit, on va aller voir
les decks, et puis on va faire une masterclass pour entreprendre, mais on veut faire la meilleure masterclass qui existe en français au moins. Donc la meilleure, c'est quoi? C'est une masterclass qui va te donner un diplôme EDHEC, dans lequel tu vas avoir... je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens de l'EDHEC, mais notamment, moi, le truc que je peux voir, c'est que ça peut être un peu pompeux. Les masterclass que tu vas avoir sur Coursera, etc., souvent, c'est pas aussi cool que des masterclass, justement, d'influenceurs qui savent bien faire le contenu. Le problème, c'est que tu en as un qui a le fond et tu as l'autre qui a la forme. Ouais. Et donc, nous, on s'est dit, on va réunir les deux. On va faire venir les meilleurs invités de Génération It Yourself, Mickaël Benabou sur la vente, Justine Hutto sur l'influence, Edgar Gros-Piron sur la motivation et les ambitions. Et on a enregistré cet été avec toutes ces personnes. Et d'ici la fin de l'année, on sera une masterclass, 6 semaines, 5 heures de cours par semaine. Et à la fin, tu sais être entrepreneur. Enfin, il n'y a pas mieux. Sauf si tu fais 2 ans de master. Mais voilà, donc l'idée, c'est l'excellence d'une école de commerce avec des cours qui sont hyper académiques et l'inspiration et le côté plus cool. Donc voilà, on essaie de trouver des choses comme ça. Je crois que c'est un peu les tendances actuelles, les masterclass ou les choses qui apprennent. Tu vois, ce que tu m'as montré tout à l'heure sur TikTok, comment il s'appelle? Et Basilou. Et Basilou, tu vois, des idées qu'on avait eues, au moins le type, il va déconstruire les revenus d'un hypermarché ou comment ça fonctionne, je sais pas. Une friterie, par exemple. Une friterie, etc. Et donc, c'était des idées qu'on avait sur des lancements de podcasts. Et là, tu me montres ce truc, c'est hyper didactique, c'est des contenus qui t'apprennent des choses. Je pense que là-dessus, on est très loin du compte. La difficulté dans vos métiers à chacun, si vous voulez vous lancer, c'est d'être capable de dire, je vais balancer tous mes secrets. Parce que si vous êtes sur le frein à main, en fait, il y aura toujours un autre qui fera mieux que vous, parce que lui, il va balancer tous ses secrets. Et plus vous balancez vos secrets, plus vous allez devoir être meilleur vous allez devoir être, plus vous allez devoir vous mettre une forme de pression pour être toujours intéressant, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, ce qui compte, c'est pas tant les secrets, c'est l'exécution, c'est la mise en place, c'est le réseau, et voilà. Et ça, c'est le truc le plus vertigineux. Tu vois, nous, on conseillait des cabinets d'avocats il y a 5-10 ans, on leur disait, mais vas-y, mets tous tes contrats, tes templates en ligne téléchargeables gratuitement. Les mecs te regardent et te disent, mais t'es un malade. Je dis, mais est-ce que c'est vraiment ça ta valeur ajoutée? Est-ce que t'es un bouche-trou, littéralement, hein? Est-ce que tu bouges des trous dans un contrat? Tu mets madame, monsieur, son truc? C'est ça ton job, vraiment? Et on leur disait, mets tous tes contrats. Il y en a qui l'ont fait depuis. Souvent, ça a bien marché s'ils sont bons. Derrière, ils disent, vous prenez les contrats. Le problème, c'est que ça, c'est juste un template. Moi, mon vrai job, c'est de t'accompagner dans du service qui va aller beaucoup plus loin. Et donc, ceux qui l'ont fait en premier, ils avaient beaucoup de téléchargements de templates, C'est le côté un peu vertigineux du contenu. C'est que moi, je pense que si vous êtes dans un métier de niche ou dans un métier, il faut que les gens qui l'écoutent apprennent. Si vous enfoncez des portes ouvertes, ils vont repartir aussi vite qu'ils sont venus. De manière un peu plus anecdotique, moi j'avais un truc qui m'est arrivé tout au début de ma carrière, si je puis dire. J'avais 14 ans. C'était ma première interview. Et c'était Stromae. Donc c'était quand même un grand artiste. C'était YouTube, toi, dès 14 ans? Non, c'était on a fait une interview par Skype et ça devait être diffusé sur un média. Mais comment tu l'as eu? C'était le tout début, c'était Alors on danse, donc il était encore accessible à ce moment-là. Mais encore aujourd'hui, tu peux le croiser. Son numéro? Ouais, on peut s'arranger, mais tu vois, donc j'avais 14 ans, je fais une interview par Skype, etc. Il m'accorde 1 heure, ce qui est énorme. Et en fait, on fait le truc et tout, il est génial. Et donc j'arrête l'enregistrement, forcément, ça n'a pas fonctionné. Et donc il y a rien qui est enregistré. Et donc je suis pas bien. Et son manager m'appelle après, il me dit ah mince, ouais. Et finalement, le lendemain, il était super cool, parce qu'il prenait un vol, je crois, à 8h du matin. À 7h, il se lève dans son hôtel. Et je vois littéralement sur Skype le matin, Stromae se lever comme ça, se gratter un peu, genre, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il me dit, écoute, j'ai 15 minutes. On fait 15 minutes d'interview et c'est tout. Et donc finalement, on a quand même pu avoir un peu de contenu. Mais je me demandais si des choses comme ça, un peu folles, te sont arrivées, quoi, tu vois. Le moment où le truc s'enregistre pas et tu te dis, mais c'était l'interview de l'année, quoi. On en a... alors, la première avec Veja... Alors déjà pour l'anecdote, au début les épisodes trop longs, comme je les assumais pas, je les coupais en 2, donc je faisais 1 heure. Puis alors c'était aussi un autre truc de flemmard, comme le fait de pas compter, c'est que comme ça pendant 2 semaines j'avais un épisode. Donc mais je les coupais en 2 et donc avec Veja j'avais enregistré un épisode. Et comme ils sont à fond, si vous connaissez pas, dans l'écologie, la production clean, caoutchouc, coton, etc. Je suis arrivé avec une bouteille de blanc, donc un vin, comment on appelle ça, bio, même plus biodynamique. Je vois où ça va. On a bu la bouteille tous les deux. Donc je suis ressorti. Je suis rentré chez moi. À l'époque, je réécoutais un peu. Je voyais qu'à la fin, je parlais un peu comme ça.
Et en fait, j'ai perdu le fichier. Je sais pas ce que j'ai fait, j'étais bourré, j'ai perdu le fichier. Et donc là, tu le dis, Veja, c'est un beau nom. Si tu veux, c'est quand même... lui, depuis, il a quasiment pas fait d'autres podcasts. Il m'a dit, le seul que je referai, c'est le tien. Tu vois, c'est vraiment... Vous l'avez pas refait, alors, du coup. Si, on l'a refait. Ouais. Mais ça a été plusieurs mois plus tard. Voilà. Et je pense en plus que le premier était mieux que le... Donc, règle numéro 1, ne pas boire. Ça, c'est déjà peut-être... Mais ça, je sais pas si j'ai dit mon dernier mot. Mais pourtant, sur 350 épisodes, je ne l'avais fait qu'une fois. Mais je me dis que ça peut être rigolo, quoi. T'en as eu d'autres, des anecdotes comme ça Euh, Le fichier qui s'enregistre pas. Non, on a fait des trucs rigolos. Tu vois, typiquement, j'ai enregistré un épisode avec Adrien Rose de Cowboy au Casa del Mar à Porto Vec, en Corse, un peu par hasard. Tu vois, maintenant, du coup, je pars toujours en vacances avec mon Zoom et mes deux micros. J'ai pas les caméras, j'ai pas tout ça, mais je m'en fous. Moi, mon podcast, c'est d'abord un podcast. Et au cas où, tu vois, et au cas où je rencontre quelqu'un, même, tu vois. Et donc, on a fait des trucs assez marrants. Des soucis techniques, j'ai eu, si pendant longtemps on en parlait tout à l'heure avec le jeune photographe que je vois plus qui était là. Typiquement pendant longtemps, si vous regardez les vidéos YouTube, alors il y avait celle avec Noolita notamment. On a des super caméras hyper performantes qui coûtent un bras et qui sont réglées au millimètre et qui font la mise au point automatique. Et là, elle faisait la mise au point sur le micro, sur le petit truc chaud. Donc moi, je suis flou, quoi, et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Et ça, c'est très énervant parce que tu vois, t'as ton invité qui est net, puis toi, t'es flou. Donc ça arrive, tout n'est jamais parfait. Et à chaque fois, le truc, c'est qu'à chaque fois que tu rajoutes une nouvelle couche vidéo, un nouveau truc, des montages, des choses, en fait, tu rajoutes des galères. Et c'est aussi pour ça que faut commencer simple. Faut pas se dire tout de suite, je vais faire tout et je vais faire mon Insta, mon machin, mon truc, je veux un beau logo, je vais lancer un podcast, faites-le simple, quoi. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Bon, avant de passer aux questions du public, j'imagine qu'il y en aura pas mal. J'ai quand même une dernière question qui est très simple, en fait. L'invité le plus waouh que tu aies eu. Et tu n'as pas le droit de dire Gad Elmaleh ou tous ceux que tu as cités avant. L'invité le plus waouh. C'est très compliqué parce que j'en ai eu vraiment, j'ai des waouh toutes les semaines. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours envie de te dire, le plus waouh que j'ai eu, c'est Karin Schreisenzelg avec qui j'ai enregistré ce matin. C'est presque toujours le dernier. C'est-à-dire que cette femme, elle a commencé son site à 25 ou 26 ans avec 20 000 euros. Aujourd'hui, elle a racheté les Trois Suisses, rue du Commerce. Son aventure est complètement dingue et elle est très méconnue, tu vois. Mais évidemment, tu prends des Alain Ducasse, Mike Horn. Alain Ducasse, tu vois, te dire, quand tu vas dans ces restos, c'est quand même souvent très très bien. Il y a quelqu'un récemment qui me dit ouais, je suis allé, c'était pas terrible, mais je trouve que c'est rare. T'es servi, l'assiette, tout le monde nickel, l'assiette est propre, le plat est bon, tout le monde est servi exactement en même temps. Partout dans le monde, il en a, je sais pas, 35, 40. Je me dis, mais comment tu peux exécuter aussi bien? Tu vois, moi, j'arrive au bureau, j'ai l'impression que la cuisine est toujours dégueu. Il n'y en a qu'une et il n'y a même pas de... Tu vois. Donc, lui, il n'a pas de caméra floue, quoi, par exemple. Non, lui, ouais. Et c'est ça. Et en fait, quand tu reçois des mecs comme ça, il faut faire attention à ne pas complexer, d'ailleurs. Et j'ai pas mal d'auditeurs, moi, j'ai beaucoup progressé là-dessus, mais pas mal d'auditeurs qui me disent, moi, ça me fout des complexes, ton truc. Et je leur dis, maintenant, c'est pas du tout l'objectif, tu vois. C'est plus de te dire comment ils font, comment je peux faire comme eux. Et voilà, donc c'est quand même un peu dur d'en sortir un du lot, tu vois. Il m'est arrivé des trucs lunaires. J'ai quand même un Pierre-Édouard Stérin, je crois pas qu'il soit là, on avait dit je devais déjeuner avec lui, il habite à Bruxelles. Il m'est arrivé des trucs très what the fuck, quoi. Tu vois, et lui, dans un épisode l'année dernière, je lui dis mais pourquoi tu fais tout ça? Donc il a racheté Smartbox, qui est à l'origine une société belge. Il a fait les épisodes, je vous les recommande vraiment. Et il est aujourd'hui milliardaire. Et puis il continue. Il voudrait faire à Bruxelles, comme la Tour Eiffel, la fusée de Tintin. Si vous avez écouté son truc, il a vraiment des projets complètement dingues. Et à un moment, je lui dis mais pourquoi tu cours? Pourquoi tu fais tout ça? Et il me regarde, il me dit parce que je voudrais être saint. Je dis saint, tu voudrais être saint, tu voudrais être canonisé? Il dit oui, je voudrais être saint. Et tu sais, sur le coup, tu dis c'est une blague. En fait. Et non, c'est pas du tout une blague. C'est-à-dire qu'il veut être saint, tu vois. Et il l'annonce chez moi, tu vois. Et comme il avait annoncé la première fois que sur tout son milliard en devenir à l'époque, il allait donner 0 à ses enfants. Et puis depuis, il a tout donné à sa fondation, etc. Donc je sais pas s'il va réaliser le deuxième engagement, mais tu vois, tu as des gens, des trucs qui se passent, tu dis, attends, je crois qu'il a dit ça, j'ai pas bien compris. Et voilà, donc il m'arrive des moments un peu hors du temps. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Mathieu. Des questions ici dans le public. Il y en a une là, pour peut-être commencer, ici, j'ai vu qu'une main s'est levée. Ouais.
Bonsoir. Bonsoir. Dans votre podcast, j'imagine que que vous vibrez tout le temps en rencontrant des gens tout le temps différents. Est-ce que vous avez un petit, je ne vais pas parler d'ambition, mais est-ce que vous avez un rêve inavoué par rapport à votre podcast, que ce soit un invité que vous rêveriez d'avoir, ou que ce soit une ambition par rapport à votre podcast? Voilà. Je suis un grand rêveur, donc j'en ai pas qu'un ou une ambition. Hein. Je crois que il y a des choses sur lesquelles, par moment, on se dit ça pourrait se transformer en émission télé, en choses comme ça, etc. Alors on parle, on a des choses, on va faire des petites choses avec des télés, c'est rigolo. Mais en l'occurrence, typiquement, je me suis rendu compte que on était bien dans notre studio, on est bien chez nous. C'est un endroit, vraiment une sorte de safe place où ça, j'ai un peu arrêté de me dire j'ai une sorte de folie des grandeurs. On fait de temps en temps des enregistrements à l'étranger. On a fait une petite tournée à Londres cet été. C'est des excuses pour aller peut-être à New York, pour aller peut-être ailleurs. Donc ça, c'est cool. Mais c'est quand même un setup où finalement, je suis bien chez moi, à l'aise. Je suis plus trop impressionné par les gens qui viennent. Non pas qu'ils ne soient pas impressionnants, c'est juste que c'est plus ceux qui viennent chez moi. Donc ça, c'est OK. En revanche, en effet, sur les ambitions ou les personnes, c'est vrai que j'ai fait des épisodes en anglais, ce qui ouvre aussi un peu à la fois un chapitre ou des possibilités assez intéressantes, quoi. Et par moments, on se dit, je sais pas, moi, j'aimerais bien voir Barack Obama, ou j'aimerais bien voir... On ne les travaille pas, hein, pas encore, mais il y a... Voilà. Après, le gros sujet là-dessus, c'est que des podcasteurs anglophones, il y en a plein qui sont très forts, beaucoup plus visibles que moi, donc aller creuser vraiment ce sillon, c'est peut-être pas forcément le truc le plus smart. Et après, dans les Français, les francophones, il y a des choses que j'ai pas encore... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des stars que j'aimerais entendre sur du temps long. Je sais pas, même des gens comme Zinedine Zidane ou des gens comme ça qui ont de la caisse, qui ont des choses quand même... qui ont quand même fait des choses assez dingues, quoi. Je parle pas que de la Coupe du Monde, après gagner en Ligue des Champions en tant qu'entraîneur 3 fois d'affilée, enfin des choses vraiment assez folles où tu dis en termes de management, il y a quand même des gens qui savent, qui ont un vrai truc. Bon, il y en a pas mal, hein, des gens comme ça. Dans des Belges, j'adorerais avoir Virginie Efira, parce qu'elle a quand même une carrière qui est absolument lunaire, quoi, qui commence ici, passer de la télé au cinéma, enfin de la présentation télé au cinéma, c'est juste impossible. Elle habite à Paris, hein, d'ailleurs, donc elle est plus proche de toi que de nous. C'est vrai. Et donc il y a pas mal de gens comme ça. Et après, j'aimerais aussi faire des gens que les gens aiment pas. J'aimerais faire Hanouna, par exemple. En France, tout le monde déteste Cyril Hanouna, et pourtant il cartonne. Et donc je me dis, passer 2-3 heures avec un mec comme ça, savoir qui c'est vraiment, en fait. On a une image d'Hanouna, c'est juste un sale type. Bon, ok. Mais j'aimerais bien aller chercher. Je sais pas si j'irai jusqu'à dans les politiques et tout ça, mais même il y a des choses là-dessus qui m'interpellent un peu. Tu vois, tu me disais tout à l'heure que on me reconnaissait un peu. Ça, je découvre des aspects de tout ça. Bon, les gens sont toujours très cool avec moi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que d'être Éric Zemmour, tu vois, pour des gens qui connaissent la politique française, ou Marine Le Pen. Enfin, je veux dire, waouh, tu vois, j'imagine que tu sors pas du tout, quoi. En fait, tu mets le nez dehors, on t'insulte. Je sais pas. Enfin, donc, mais je crois pas avoir envie d'aller là-dessus, en revanche, sur ce genre de politique. Un président, par contre. Ouais, des présidents en exercice ou anciens, ça peut être assez rigolo. Ouais. Ce qui est difficile, c'est de voir... j'ai dîné, par exemple, les gens qui ont des affaires. J'ai dîné l'année dernière avec Michel Platini. C'est pas facile parce à la fois ils en parlent en off, mais ils veulent pas en parler sur les micros parce qu'il peut y avoir des interférences aussi avec la justice en cours. Et pourtant, voilà. Donc le chemin est long, et puis voilà, il y a pas mal de choses à tenter encore, quoi. Une seconde question. Si tu as des idées pour mieux, encore plus loin, je suis preneur, hein, toujours. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Ce que tu disais au début, un peu, quelque part, tu t'enregistres tes podcasts et les gens aiment bien, tant mieux. Si n'aiment pas, tu vis ta vie. Mais quand même, au fil des épisodes ou des années, on voit que tu évolues un peu. Par exemple, au début, tu parlais beaucoup de toi. Et d'ailleurs, tu disais des fois, on me reproche de trop parler de moi, etc. Après, je pense que si à chaque épisode, tu me dis que tu as commencé chez Métro, ça va emmerder tout le monde. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que d'abord, comment est-ce que tu captes parce que maintenant, tu parles beaucoup moins de toi. Donc, comment est-ce que tu captes ce feedback de tes auditeurs? Est-ce que tu l'écoutes?
Et est-ce que maintenant, du coup, je sais pas, avant d'enregistrer, est-ce que tu adaptes un peu ton tone of voice ou tes épisodes pour quelque part plaire à l'audience? Vraie question. C'est une bonne question. Oui, non. Alors, comment je le capte et est-ce que je l'écoute? Ça, c'est sûr que je reçois. On reçoit beaucoup de messages de gens très cool. Et ce qui est cool, c'est que c'est souvent constructif. Donc, les gens qui. Et alors, je sais pas si tu avais entendu, mais moi, il y en a un qui m'a beaucoup marqué. C'est un type qui m'a fait un message comme ça pour m'expliquer un jour. En gros, mec, j'ai écouté ton épisode avec. Je me souviens, c'était Aramis, je crois. Et il me dit l'épisode est super, mais mec, t'es insupportable. et donc, il m'écrit pourquoi et toutes les remarques, etc. etc. Ça m'a traumatisé. C'était un mois de janvier, ça m'a traumatisé. J'étais, les 2-3 mois d'après, j'étais là en mode parle pas, dis rien, etc. Et voilà. Et puis, j'en ai quand même parlé 2-3 fois. Et puis, le mec a été suffisamment sympa pour me dire, pour me renvoyer une tartine comme ça en mars, et me dire en fait. Mec, je suis désolé, je vois que je t'ai traumatisé et en fait, j'avais pas compris. Je venais d'arriver sur ton podcast, j'avais pas compris le trip et voilà. Et donc, à un moment, tu te dis, pour répondre à la deuxième partie de ta question, il faut un peu s'adapter parce que faut pas être con, tu vois. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et à la fois, faut aussi, à un moment, être toi-même, tu vois. Et moi, encore une fois, ce que j'écoute avec Clémence, on parlait aujourd'hui de Lex Fridman qui recevait Sam Altman d'OpenAI, un épisode que j'avais loupé, je m'en veux de l'avoir loupé en mars dernier. Et l'épisode est extraordinaire et en fait c'est une vraie discussion. Et donc Sam Altman pose beaucoup de questions à Lex Fridman qui lui répond. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que OpenAI, est-ce que ChatGPT-4 est une intelligence artificielle générale? Est-ce que voilà? Et donc c'est une discussion, donc faut l'accepter. Et donc ceux qui aiment pas ça, c'est ok, en fait, il y a plein d'autres contenus. Ce qui est moins ok, en fait, mais ça m'arrive pas trop, mais c'est de te faire insulter. Et encore une fois, moi, je me fais pas vraiment trop insulter. Les fois où tu te fais insulter, et quand je dis ça arrive pas trop, et c'est là où tu vois leur vie, qui doit être très compliquée. Je parlais des influenceurs de Dubaï, etc., qui sont surprenants parce que généralement ceux qui fonctionnent très bien, je parlais de Noolita tout à l'heure par exemple, elle n'est pas à Dubaï mais c'est un peu le cliché, et quand ils fonctionnent très bien c'est qu'ils sont smart, c'est qu'il y a vraiment de la caisse, il y a des choses et tu vas dedans. En revanche, tu as une femme qui vient sur ton podcast qui a 1 million de followers, tu te prends une déferlante derrière, quoi. Ouais, mad spreading, pour qui tu te prends, tu parles comme ça, etc. Et là en fait tu comprends que c'est du bruit, que tu dois pas l'écouter. Je regarde plus rien là-dessus. Tu vois, à un moment, tu coupes. Enfin, moi, j'ai plus de notifs, etc. Mais les commentaires, tu les regardes pas, etc. J'ai même pas la tentation. Tu vois, je sais que juste si je fais ça, je vais me faire du mal, en fait. Tu vas avoir des gens qui sont. Et là, tu te dis, mais pour eux, ça doit être quand même vraiment, vraiment très, très compliqué. Ce que je retiens, c'est que tes haters sont gentils, finalement, de ce que tu dis. Non, même tes haters sont gentils. Ils sont pas haters, ils sont constructifs, en fait. Parce que, encore une fois, pour insulter quelqu'un qui a fait un tweet de 140 caractères, c'est facile. Tu l'as lu, tu dis t'es un connard, c'est facile. Pour se taper 3 heures de contenu pour dire à quelqu'un t'es un connard, il y a un moment tu te dis t'es maso en fait, tu vois, t'as un problème quoi. Tu vois. Donc il y a quand même un peu ce côté de barrière à l'entrée qui est de dire voilà. Alors après les gens, et c'est là où il faut l'accepter, les gens qui t'écoutent beaucoup, qui te font des feedbacks et qui te disent et c'est pareil, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Bon, tu restes ta propre personne. Il y a des moments, tu dis des trucs, tu peux déraper, tu vas dire un truc qui est pas, surtout sur des contenus longs. Moi, j'ai pas envie d'être lisse, j'ai pas envie d'être politiquement correct, j'ai pas envie d'être, tu vois, dans une sorte de bienséance assez commune dans beaucoup de médias actuellement. Mm-hmm. Et donc, par moment, il y a des gens qui m'ont reproché des trucs et je m'en fous. Je dis oui, t'as raison peut-être, c'est pas grave. Tu vois. Je vais prendre une troisième, peut-être dernière question avant de la poursuivre, cette discussion de l'autre côté. Il faut bien la choisir, du coup, c'est la dernière. No pressure. Ok, mais j'ai une question et puis... Toi, tu as une voix de radio déjà. Non, arrête. C'est vrai, non? Oh my God. Tu trouvais pas? Excellent. Ok, trop bien. Alors, non, parce que en vrai, j'ai une pré-question. La pré-question, c'est par rapport à comment tu viens de répondre à la question précédente. C'est est-ce que je rêve ou tu viens de dire que quand tu as une femme, tu peux avoir beaucoup plus de commentaires violents?
Non, pas une femme, une influenceuse. Là, c'était. Ok. C'est parce qu'elle était influenceuse et qu'elle a 1 million de followers. C'est pas. Non, mais alors ses followers me disaient, m'accusaient d'être sexiste parce que je prenais trop de place dans le contenu. En gros, elle dit. Et moi, enfin, tu vois, si j'ai une réaction à faire dans mes contenus, je la fais en fait. Et donc, non, on m'accusait de ça. Je crois qu'il y avait une sorte de... C'est un peu comme le point Godwin. Très vite, tu arrives à dire que tu es un facho. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu dis... je ne crois pas me comporter avec Nolita différemment qu'avec d'autres invités, mais tout de suite, tu es un sexiste, tu vois. Et je crois vraiment pas fondamentalement du tout être un sexiste. Mais bon, voilà. Ok, ouais, en effet, super intéressant. C'est ça que je voulais checker. Et la question que j'avais de base, c'était... mais c'est plus une question un peu technique, mais c'est vrai que moi, j'étais dans la réalisation documentaire, j'adorais faire les interviews en profondeur. Maintenant, je suis thérapeute, je suis très fort là-dedans, donc j'ai toujours voulu lancer un podcast. Il y a 6 ans, j'ai commencé, j'avais des super gens, j'ai fait un gros sabotage, j'ai aussi tout effacé par erreur, puis je me suis pas relancée depuis, donc c'est un truc qui traîne. Et aujourd'hui, la petite voix, elle me dit, ok, lance-toi de façon simple, sauf que j'ai l'impression que... contrairement à il y a quelques années, quand tout ça commençait vraiment, aujourd'hui, il y en a tellement des podcasts et on a tellement l'habitude que j'ai l'impression que tu peux plus trop sortir un contenu pourri parce que si ton son va pas être au top, par exemple, les gens ont l'habitude tellement de la qualité. Alors, déjà qu'il y en ait plein, je pense que c'est pas grave. Alors, faut voir, je crois que c'est 90% des podcasts sont arrêtés avant le 10e épisode. Sur les 10% qui restent, je crois que c'est 90% qui sont arrêtés avant le 20e épisode. Donc déjà, si tu arrives tu vois, moi, quand des gens viennent me voir, j'ai eu pas mal de soit célébrités, soit gens, même dans le business, des gens qui venaient me voir pour me dire je voudrais lancer mon podcast, puis je les voyais 1 fois, 2 fois, et puis à la 3e fois, je leur dis en fait, j'ai pas le temps. Tu sais quoi ? Je vais faire un deal avec toi, si tu lances pas ton podcast avant le 15 octobre, je te parle plus jamais. Parce que j'ai pas le temps, en fait. Tu viens ici, je suis ton excuse pour pas le lancer. C'est quoi le matos ? J'ai une liste, vous tapez Génération Do It Yourself, matériel podcast, vous aurez toute une liste avec tout ce que j'utilise, ce que j'utilisais au début, ce que j'utilise maintenant. La production, mes petits secrets, je les ai tous. On a des épisodes dans lesquels on en parle. J'ai une formation qui s'appelle Entreprendre un podcast qui coûte pas très cher et dans lequel je vais pouvoir faire un code promo si vous voulez. Et puis voilà. Ça s'appelle le code promo, c'est 90. C'est 90, enfin, ça fait très bien. Et donc, putain, c'est vrai que j'y arrive pas. Bien vu. Et donc le code promo, mais ce sera pas 90%, je ne vais quand même pas déconner. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc l'idée, c'est de se dire que, en revanche, le son pourri, par exemple, c'est assez simple. C'est ce que j'explique dans tout ça. Il y a 2 choses. Il y a enregistrer. T'as le bon matos, t'enregistres. Si t'es pas dans une salle insonorisée, tu vois, ici, moi, je regarde toujours ce truc-là, je vois qu'il y a 4 panneaux isophoniques. C'est des choses que je remarque maintenant parce que mais sinon, tu parles près du micro, et quand tu parles près du micro, dès que tu parles loin, alors là, ça s'entend moins, mais il y a un écho qui se crée parce que c'est physique. Si tu parles près du micro, que tu dis à ton invité de parler près du micro, ton son, il sera bon. Même si tu es dans une salle pourrie, même si tu es en extérieur, même si voilà. Et après, tu utilises un logiciel qui s'appelle Auphonic, c'est dans tous ces trucs. Ça coûte 9 € par mois ou un truc comme ça. Et ça nettoie toutes les pistes. Et après, tu montes pas, tu peux même mettre une intro, une conclusion. Enfin, c'est assez facile. Donc, il n'y a pas trop d'excuses pour ça, je pense. Et après, il y a plein d'autres contenus. Bon, soit il y en a plein qui s'arrêteront avant toi, il y en a plein qui seront moins bons, il y en a plein qui seront meilleurs. Faut juste être persévérant. Encore une fois, faut t'éclater, tu vois. Et si, en fait, tu t'éclates plus, moi, je crois que si je m'éclate plus, je l'arrêterai. Je le revendrai probablement, d'ailleurs. Ce serait bizarre, mais ouais, tu vois. T'es OK pour une petite dernière ? Oui, la dernière des dernières, du coup. Ouais. Merci. Tout à l'heure, tu parlais du contenu en live qui était le plus vu à la télé. Moi, il y a plein de moments où je t'écoute et j'ai envie de mettre mon grain de sel aussi et de m'incruster dans cette conversation qui est à chaque fois très fermée. Je me demande si tu aurais envie aussi d'aller justement sur le live et de pouvoir avoir des intervenants, des questions sur le chat ou un truc comme ça. Alors, on le fait sur la martingale un peu plus. On fait des épisodes avec des invités sur LinkedIn Live. On les diffuse en même temps, on les stream sur LinkedIn, YouTube. Et je crois que c'est Insta aussi, il me semble, sur lesquels on remonte des questions. Je trouve que sur mon format de Génération Do It Yourself, alors on pourrait faire des débriefs ou des choses comme ça, on peut faire tellement de choses et on n'a tellement pas de temps que c'est compliqué. Sur un format de 3 heures, tu vois, j'ai vraiment ce truc,
Tout à l'heure, j'ai un autre de mes invités qui m'appelait, qui s'appelle Stéphane André, un épisode que je vous recommande vraiment, qui est sur l'art oratoire. Et il parle de la valse des esprits. Et il dit, en gros, tu te regardes vraiment droit dans les yeux. Et c'est marrant parce que cet épisode, j'en ai reparlé avec Bertrand Picard en début de semaine. Et en fait, limite par moment, là, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais cette semaine, j'ai fermé mon ordi, j'étais plus sur mes notes, j'étais dans mon invité, vraiment. Et donc, j'ai un peu l'impression de casser ce truc, tu vois, où en fait, c'est lui et moi, et elle et moi, et c'est tout. Et donc, tu crées un truc spécial et qui a une connexion spéciale. Donc, sur Génération Do It Yourself, je suis pas trop prêt. Après, il peut y avoir des choses, tu vois, sur des Vivatech ou des gros événements. Il y a un moment où tu te dis, bon, c'était il y a quelques années, si je peux avoir Jack Ma ou Jeff Bezos, s'il y a 3000 personnes et que c'est plus court, je pourrais m'adapter. Mais dans l'absolu des questions, mais voilà. On réfléchit à d'autres choses qui sont un peu différentes. Ça va être... mais c'est vrai que c'est pas, tu peux pas intervenir, mais ça va être plus c'est des trucs de geek et à la fois ça se développe, des Discord ou des choses. On en a fait un sur la martingale dans lequel chaque épisode donne lieu à un nouveau fil de discussion dans lequel il y a beaucoup de discussions derrière. Mais c'est pareil, moi je les regarde pas trop parce que ça me fout trop de pression, puis les gens... puis j'ai pas le temps, mais voilà. Oh, il y a des Véjas aussi, c'est bien. Oh, il y en a partout. Merci Mathieu, merci Nathan. Je veux pas casser le truc justement qu'il y a entre toi et nos membres ce soir. Je mets pas bien le micro, là ça va ? C'est très bien, c'est très bien. C'est bien. Super, j'aurais appris encore un truc ce soir. Voilà, on vous propose de continuer la discussion avec Mathieu en bas aux Stables, comme d'habitude. Je crois que Mathieu est vachement dispo et tout. Donc, Ouais, et merci vraiment de m'avoir invité. Merci d'être là. Moi, en plus, tu vois, mais j'ai des angoisses. Je me dis, il va jamais y avoir personne, tu vois, dans des trucs comme ça. Je suis pas encore habitué à tout ça, donc je suis vraiment trop content. Et encore, les tunnels étaient fermés. Hein, les tunnels étaient fermés. Ouais. Voilà, donc je suis vraiment très content. Ça va, Julien ? Je vois de mes invités aussi. J'ai quand même une cousine, un invité, des gens qui sont venus, d'autres qui devaient venir aussi. Je suis tellement content. Donc merci en tout cas. Et Nathan. Oui, top. merci Nathan. Merci. Mais écoute, merci. Super échange.